Ah, les croyants ont un rôle à jouer, c'est surtout être derrière leur pasteur, essayer de conseiller, essayer d'en parler vraiment, quoi. Mais c'est ça, j'entends bien, vous avez utilisé le mot conseiller, et excuser mon pessimisme. Eh bien, je crois, à mon avis, que peu importe le ton qu'on donne à un morceau de bois dans le fleuve, il ne deviendra jamais un crocodile. Il y a des gens, à mon avis, auxquels les conseils n'ont rien à faire à changer dans leur vie. Mais est-ce qu'il y a d'autres façons, d'autres moyens que les chrétiens peuvent utiliser pour changer cette façon de vivre là des hommes de Dieu? Ceux qui se disent hommes de Dieu, excusez-moi. Eh ben, si vous voulez avoir mon avis, moi, mon avis, c'est clair et net. Je n'irai plus dans cette église-là. Mais ça ne change rien, mais c'est Ça ne ça. change rien. Moi, déjà, si je ne suis pas là, ça change quelque chose parce que je ne suis pas là. C'est un changement. Voilà. Si c'est moi, nous sommes partis d'une église, je ne suis pas parti seul. Mais il y a un qui est parti, il y a deux qui est parti, nous sommes partis à un groupe de 15-20. Hein, mais c'est et l'église n'a plus marché comme avant. Hein. Mais c'est ça, je voudrais vous poser une question. Vous êtes un Anglais. Et si un mal arrive rien qu'à une personne, je crois tout le sens de morale s'écroule. Vous n'allez pas, ça c'est bon, mais les mots qui arrivent aux autres, qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, est-ce que ça ne vous gêne pas ça ne vous gêne pas en tant qu'un citoyen anglais? D'abord, je ne suis pas citoyen anglais, je suis citoyen belge d'origine congolaise. Mais nous vivons en Angleterre, c'est-à-dire, bon, voilà, on vit avec cette culture-là aussi, on essaie de mélanger un peu nos cultures et la culture de par ici. Voilà. Mais moi, ça me gênerait si les gens ne comprennent pas. Mais il y a toujours moyen de faire comprendre aux gens que là où vous allez, ce n'est pas chez vous. Il y a toujours moyen de faire comprendre aux gens. Déjà, quand je quitte le milieu là, moi-même personnellement, ça veut tout simplement dire c'est une façon pour montrer une démonstration tout à fait normale pour dire que là où ce que nous allions, où nous allons, n'est pas un bon endroit. Mais c'est ça, quand vous dites que les gens comprennent, est-ce que ce n'est pas une façon de généraliser? Quand les gens sont utilisés, c'est qu'ils font du trafficking. Vous savez beaucoup de mots dans des institutions que vous entrez et que vous travaillez. Mais ceux qui sont pris en otage, là, qui ne comprennent pas, et quand vous dites que les gens comprennent, je crois que c'est leur taxé de savoir ce qu'ils ne comprennent pas. Marron, mon ami, à chacun sa compréhension. Je crois qu'on a beau chercher à dire aux gens que cette maison n'est pas propre, mais si la personne ne veut pas prendre le balai pour balayer sa maison lui-même, je crois que on ne saura rien faire de lui. Mais il y a des gens qui comprennent aussi en retard. Donc ça veut tout simplement dire que qui veut souffrir continue à souffrir, qui ne veut pas souffrir. Nous avons tous l'esprit de discernement qui a été vraiment légué par le Très-Haut. Mais, vous savez bien, le Très-Haut a transmis de la connaissance à tout le monde. Tout le monde a une certaine connaissance, quel que soit le niveau de connaissance des personnes. Chacun a sa façon de penser, chacun a une connaissance à elle. Toujours dans les aléas du direct, il y a toujours quelqu'un qui passe. Voilà, nous sommes dans le parc à Clayton. Voilà. Donc, chacun a sa façon de comprendre, donc on ne peut pas empêcher quelqu'un d'arrêter de comprendre à sa façon. Mais s'il y a moyen, en tout cas, de faire vraiment une analyse systématique, une analyse pour faire comprendre aux gens, en tout cas, moi, je le ferai bien, quoi. Et je ne suis pas en train de douter ce que vous dites, mais je voudrais vous poser une question, peut-être pour pointer à ce que je suis en train de dire là. Et vous avez travaillé avec des demandeurs d'asile. Combien de fois devriez-vous expliquer des très simples choses pour qu'ils comprennent? En ma façon, les demandeurs d'asile, leur problème, c'était d'abord, oui, quand j'étais advice, de community advice, leur problème, c'est surtout la langue, quoi. Donc, tout ce qu'on faisait, c'est partir du français et expliquer quelque chose qui est écrit en anglais. Non, ben, pour pouvoir faire comprendre. Je sais que la compréhension est tout à fait différente, comme je l'ai dit tantôt. J'ai été témoin, vous avez expliqué aux gens comment les procédures se font
pour comment avoir une maison de cancer. Ils sont venus, ils n'ont pas compris plus de 10 fois. Ils vous posaient toujours des questions. Oui, mais ça c'est par rapport à la langue. Nous sommes dans un pays anglophone. Nous vivons chez les Anglais. Les Anglais, c'est ça, c'est ce que nous appelons, comment ça s'appelle ça encore ça, donc nous n'avons pas des organisations. Enfin, la loi est faite en anglais. La loi est faite en anglais. Donc, ça veut tout simplement dire qu'ici, dans ce pays, celui qui ne comprend pas le français a toujours difficile à rentrer, à faire ouvrir certaines portes, quoi. Ah bon? Mais bon, de temps en temps, nous, on faisait à leur place. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des interprètes ici. Vous avez 2 mots à nous dire sur la diaspora que vous avez créée. Comment ça s'est fait? Ça aboutit où? C'est où maintenant? Diasporami, c'est bel et bien une organisation qui existe, qui aide les gens. On en est au stade d'aider les gens qui viennent, qui ont toujours besoin pour remplir des formulaires qui sont écrits en anglais. Il n'y a pas d'organisation qui travaille en français à 100%. Nous, en tant que bilingues, trilingues, nous aidons les gens à traduire, nous arrivons à traduire les textes pour eux et nous leur donnons des interprètes pour aller les représenter où qu'ils aillent, où qu'ils soient. Que ce soit en prison, nous avons rendu beaucoup de visites et il y a plein de gens qui étaient en prison à qui je disais vous allez sortir votre cas et comme ça, mais aujourd'hui ils vivent avec nous et nous sommes tous maintenant sur le même pied d'égalité. Ils travaillent, se débrouillent comme nous, voilà. Donc on a quand même fait des réalisations. Les gens qui étaient en prison, on est allé les rendre visite. Les gens qui avaient des problèmes de famille, on a aidé. On a vraiment défendu les gens. Nous avons des avocats dans la communauté qui défendent les gens aussi. Et il y a plein d'organisations qui sont là, qui aident beaucoup de gens. Et puis voilà quoi. Donc ça continue, ça continue. Diaspora Miss Manchester existe bel et bien et nous sommes en train d'aider vraiment à 100%. Et c'est ça que je disais quand j'ai commencé mon speech. Je disais que quel est l'apport de la diaspora aussi par rapport à ici où nous vivons, par rapport à nos pays. Est-ce que nous sommes vraiment pour bien ici où nous sommes ou bien nous devons seulement nous préparer à retourner au pays? Nous avons peut-être des divergences d'idées à ce propos parce qu'il y en a qui disent que ça ne marche pas par là, je n'irai pas. Moi, je préférerais aller là-bas pour arranger aussi quelque chose. Donc, c'est ma vision, ma façon de faire. Parce que je sais qu'au Congo, nous avons besoin d'une nouvelle vision et de nouvelles personnes, de nouveaux gens aussi. Ça serait vraiment une bonne chose d'avoir de nouvelles personnes qui peuvent aller faire changer les choses. Donc, la place de la diaspora n'est pas seulement ici. La place de la diaspora, le rôle de la diaspora plutôt, serait aussi de chercher à descendre au pays, faire des réalisations, de grandes réalisations, pour qu'on le sache. Donc, pour qu'on le voie quand même l'apport de la diaspora. Voilà. Nickel, précis comme du laser. Est-ce que vous avez un mot final? Ouais, pour terminer, je dirais bonjour à tous les amis de Manchester et à tous les amis du monde entier qui m'écoutent. Je pense vraiment, c'est une date qui est tout à fait triste pour moi parce que dans les années 77, ma première fille naissait le 23 juin 1977. Donc en cette année-là, en 1977, cette date ici, le soir-là, j'accompagnais ma soeur à l'hôpital et pendant ce temps, je ne savais pas que ma fille Nana Oumba naissait à 19h. Mais elle est bel et bien décédée maintenant il y a plusieurs années, depuis 2005 à l'âge de 29 ans. Donc c'était sa date de naissance aujourd'hui. Donc aujourd'hui vous m'avez pris pour ce travail, mais je suis un peu triste parce que je pense à Nana Oumba Ngoma qui est morte en 2005 à l'âge de 29 ans. C'était ma première fille. Pour les amis de Facebook, je crois que vous verrez la photo là-dessus. Sur mon Facebook, c'est Rango Sassa. Vous verrez la photo de ma grande fille. Celle qui a fait ma valeur, celle qui a fait de moi ce que je suis. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est Raphaël Ngobatsassa, votre ami, votre présentateur. Et on se retrouve à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.